Au moment précis où les États-Unis évacuent le gros de leurs troupes d'Irak, la guerre civile éclate en Syrie. C'est le moment précis où Al-Qaïda en Irak donne naissance à l'État islamique. C'est un homme de l'ombre, on sait peu de choses sur lui. Il a étudié l'islam à Bagdad. Avec Daesh, on assiste à l'avènement d'une troisième génération de groupes terroristes. Ils instrumentalisent la religion dans un but destructeur, pour faire disparaître tous les fondements de la civilisation. Le jour où ils ont eu ce territoire et ont créé le califat, les règles du jeu ont totalement changé. Daesh a dit, ils nous attaquent pour réduire notre territoire. Donc on va les porter la guerre chez eux. Notre situation actuelle est bien pire et plus dangereuse que dans les années qui ont suivi les attentats de 2001. Une attaque mortelle a eu lieu ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo. Ils étaient habillés de noir et auraient tiré à plusieurs reprises à l'arme automatique. En 2015, 2 séries d'attentats meurtriers ensanglantent la France et terrifient durablement le pays. Entre les 7 et 9 janvier, des terroristes islamistes français attaquent la rédaction du journal Charlie Hebdo, des policiers et les clients d'une supérette cachère à Vincennes. 17 personnes sont tuées. Les 3 assassins sont abattus par les forces de l'ordre. Les attentats sont revendiqués au nom d'Al-Qaïda. Puis, le 13 novembre 2015, 3 attaques simultanées sont lancées à Paris. La première au Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris. Les 2 autres dans la salle de concert du Bataclan et des terrasses de cafés et restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Elles sont l'œuvre de 3 équipes de 3 hommes équipés de dispositifs explosifs et de Kalachnikov. Les assaillants sont en partie stoppés par les forces de l'ordre vers 1h du matin le lendemain. Le bilan est effroyable. 130 morts et 413 blessés. Puis, Daesh revendique le terrible attentat perpétré le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. En pleine fête nationale, un homme au volant d'un poids lourd tue près de 90 personnes et en blesse des dizaines d'autres. Ce sont les attentats les plus meurtriers jamais commis à ce jour en France. Depuis quelques mois, la France a basculé dans une nouvelle dimension terroriste. Les attentats sont revendiqués par l'État islamique, un groupe terroriste basé en Syrie et en Irak. Qui est ce groupe terroriste? Qui sont ces hommes? Pour comprendre d'où vient l'État islamique, il faut remonter le temps jusqu'à l'intervention américaine et britannique en Irak le 20 mars 2003. Les raisons alors invoquées par les États-Unis sont la lutte contre le terrorisme. L'Irak est présenté comme un des viviers du terrorisme d'Al-Qaïda. Il faut aussi éliminer des armes de destruction massive et chimique qu'est censé détenir ce pays. Enfin, l'arrestation du dictateur Saddam Hussein permettra l'instauration d'une démocratie et la pacification de l'Orient par un effet d'exemple. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
Après seulement 19 jours de combat, l'armée américaine défait facilement l'armée irakienne. Le président George W. Bush déclare officiellement la fin des combats le 1er mai 2003. Sur le terrain, la victoire est totale. Pourtant, rapidement, aucun des éléments justifiant cette intervention militaire n'est découvert par les forces occidentales sur le terrain. C'est un gigantesque mensonge. Les Américains voulaient faire une guerre et il n'y avait pas raison de la faire. Tous les arguments sortis par les Américains pour justifier cette guerre étaient des arguments de propagande. America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire, tous les risques, tout ça avait été montré dans des notes extrêmement précises à Rumsfeld et à Bush. Ils avaient dit, oui, c'est pas comme ça que ça va se passer, laissez-nous faire. Outre une intervention militaire non fondée, l'Amérique commet une série d'erreurs fatales dans un pays dont elle ignore à peu près tout. La première concerne l'armée régulière de Saddam Hussein. La première chose qu'ils ont fait, c'est de dissoudre l'armée irakienne. Du jour au lendemain, vous avez près de 250 000 soldats de métier qui ont été mis au chômage, humiliés, et à qui on a dit « rentrez chez vous ». Les Cuba fait partie du premier gouvernement libre d'Irak en 2005. Il est alors le conseiller du Premier ministre Ibrahim al-Jafari et porte-parole de son gouvernement. Tous ces soldats expérimentés et leurs officiers n'attendaient qu'une chose, qu'on les appelle pour servir leur pays. Ce ne sont que des militaires, ils obéissent aux ordres. Personne ne les a rappelés. Ils se sont retrouvés sans solde. Il était donc logique qu'ils se révoltent. Considérant l'instabilité régionale chronique dans la région, il fallait clairement s'attendre à ce que le feu prenne à la moindre étincelle en Irak et au Moyen-Orient. L'homme qui prend toutes les décisions au nom des États-Unis est Paul Bremer. Ce haut fonctionnaire qui dépend du ministère de la Défense des États-Unis est nommé le 6 mai 2003 comme directeur de la reconstruction et de l'assistance humanitaire en Irak. En tant qu'administrateur du pays, sa mission consiste à diriger l'occupation américaine jusqu'à ce que l'Irak puisse se prendre elle-même en charge. Il publie des décrets qui modifient en profondeur la société irakienne. C'est lui qui renvoie les soldats irakiens chez eux. C'est lui qui met hors la loi le parti unique irakien Baas, qui structure tout le pays depuis des décennies. Non seulement on a envoyé les gens chez eux, la police, l'armée, mais de surcroît, on a dit, Paul Bremer a dit, tout membre du parti Baas, quel que soit son échelon, ne pourra plus faire partie de la future administration. C'est-à-dire, c'est condamner tout sunnite à être hors du coup. Les sunnites irakiens représentent un tiers de la population. Ils détenaient tous les pouvoirs sous Saddam Hussein. Les Américains les en écartent totalement. Les chiites majoritaires sont opprimés depuis des décennies. Cette décision ravive les divisions entre Irakiens. La scission de ces deux courants de l'islam date de la mort du prophète Mahomet. Pour les sunnites, le Coran est une œuvre divine. Nommé par les hommes, l'imam fait office de guide entre le croyant et Allah pour la prière. Au contraire, les chiites considèrent l'imam comme le guide de la communauté, tirant directement son autorité de Dieu. Conséquence, alors que les sunnites acceptent que les autorités religieuses et politiques soient fondues dans la même personne, les chiites prônent une séparation claire. Les Américains ont commis l'erreur de ne pas mettre en place un système de représentation politique démocratique équilibré. Dès le début, ils ont préféré implanter un système électoral à scrutin majoritaire basé sur des listes ethniques et non des personnes. Du coup, il était certain qu'un Irakien chiite voterait pour une liste chiite, un sunnite irakien pour un sunnite. Cette loi électorale a du coup contribué à profondément diviser le pays. Seconde erreur américaine en créant le Conseil de gouvernement intérimaire irakien à l'été 2003.
Le problème, c'est que ces membres sont nommés par l'Amérique et choisis parmi les formations politiques, les ethnies et les chefs religieux qui se sont opposés au gouvernement de Saddam Hussein. Cela réalimente la haine interreligieuse. Vous ne pouviez que constater la montée de la révolte pendant toute la première année d'occupation. Les Américains ne comprenaient rien à la situation. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne parlaient pas un mot d'arabe. Ils n'avaient aucun traducteur. La révolte s'est étendue comme une traînée de poudre. Vous pouviez la voir sur les visages de ces jeunes adolescents irakiens. Les Américains les arrêtaient, leur mettaient des sacs sur les têtes et les embarquaient. Et il était logique de penser que si cet Irakien n'était pas un membre de l'insurrection au moment de son arrestation, il le serait pour sûr en sortant. Une autre donnée dont les Américains n'ont pas du tout tenu compte, c'est l'organisation tribale de la société irakienne. Si vous tuez un homme, c'est déclarer la guerre à toute sa famille et toute sa tribu. La rébellion irakienne explose et le 17 juin 2003, un groupe jusqu'alors inconnu, les Brigades de résistance irakiennes, revendique des attaques contre l'armée américaine et les civils travaillant pour elle. On pense que ces brigades, comme de nombreux autres groupes rebelles, recrutent leurs partisans chez les membres des anciennes forces militaires et paramilitaires sunnites du régime. Ce n'est pas une organisation politique. C'est rempli de psychopathes. C'est composé d'assassins. Pour la plupart de ces gens, tuer est prioritaire. La politique est secondaire. La situation s'envenime. Le cycle de la violence semble irréversible. Attentats aveugles, assassinats, enlèvements d'occidentaux comme les journalistes français Christian Chesneau et Georges Malbruno. Les Américains, leurs alliés et l'embryon d'armée irakienne doivent aussi lancer de vastes opérations militaires pour récupérer des villes entières comme Fallujah qui tombent aux mains d'insurgés. C'est dans ce contexte qu'apparaît un terroriste sanguinaire. Il s'appelle Abu Musab al-Zarqawi. Il fait allégeance à Al-Qaïda. En devenant populaire, al-Zarqawi a réalisé qu'il avait besoin du réseau d'Al-Qaïda. Cela pouvait lui apporter du cash, des nouvelles recrues, une crédibilité. Il a donc rejoint Al-Qaïda et prêté allégeance à Oussama Ben Laden et al-Zawahiri. Il est devenu l'un de leurs soldats. C'est ainsi que Al-Qaïda en Irak a débuté. Toutefois, ce réseau irakien a toujours été l'enfant déviant d'Al-Qaïda. Dans la très longue traque pour capturer al-Zarqawi mort ou vif et la chasse aux membres d'Al-Qaïda en Irak, Chris Simons, l'un des agents les plus décorés du contre-espionnage américain, a joué un rôle clé. Il a fait partie des équipes mobilisées pendant 5 ans pour le capturer mort ou vif. Il y a eu de nombreuses opportunités de promotion rapide au sein de ce groupe terroriste. Cela s'explique par les succès du gros travail répressif que notre unité spéciale a mené pour tuer ou capturer les responsables d'Al-Qaïda en Irak. Ceux qui survivaient arrivaient rapidement au sommet de la hiérarchie d'Al-Qaïda en Irak. Zarqawi a été suffisamment habile pour y parvenir et y rester un long moment. Un moment qui a duré beaucoup trop longtemps. C'est un proche de Ben Laden. Al-Zarqawi a fait le djihad en Afghanistan. Il arrive en Irak après la chute de Saddam Hussein. Son objectif est de déclencher un djihad, à la fois contre les Américains et leurs alliés, mais aussi contre les chiites irakiens. C'est lui aussi qui a introduit cette notion takfiriste qui dit qu'on peut tuer les musulmans s'ils ne sont pas du même bord que vous.
Chose que jamais Al-Qaïda n'a dit. Zawahiri, qui est leur penseur, a toujours dit « on ne touche pas aux musulmans, on s'attaque à ceux qui ne sont pas musulmans ». Il s'en prend aux chiites irakiens et aux membres de la communauté internationale. Al-Zarqawi devient le lion de Mésopotamie, ou le prince d'Al-Qaïda en Irak. Les attentats sans fin perpétrés par son organisation engendrent le chaos et font de très nombreuses victimes. Il pensait qu'en menant une guerre civile sectaire, cela empêcherait les États-Unis d'enclencher une quelconque amélioration de la situation dans cet Irak de l'après-Saddam Hussein. James Jeffrey est un observateur clé du terrorisme. C'est l'homme qui fait la jonction entre les États-Unis et les autorités provisoires irakiennes. Il est aussi le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et le conseiller de la ministre des Affaires étrangères, Condoleezza Rice, jusqu'en 2007. Barack Obama le nomme ambassadeur d'Irak de 2010 à 2012. Le but des insurgés était de rendre l'Irak totalement ingouvernable en coupant l'électricité, en créant des pénuries de pétrole, en empêchant les Irakiens de se rendre à leur travail, en sabotant tous les moyens de transport, routes, trains, en obligeant aussi la fermeture des aéroports à cause des missiles. Les terroristes ont presque gagné. Les terribles erreurs commises par l'administration d'occupation américaine avec leurs alliés britanniques et la stratégie sectaire de Zarqawi accélèrent la décomposition de l'Irak. Les États-Unis mettent tout en œuvre pour en finir avec Al-Qaïda en Irak. Zarqawi est accusé de plus de 700 actes de terrorisme. 10 millions de dollars sont offerts pour sa capture mort ou vif. Nous avons multiplié des opérations ultra rapides contre les terroristes. Nous avons utilisé une technique qui consiste à s'immiscer dans le circuit de décision du réseau terroriste. Notre task force conduisait alors entre 5 et 7 opérations militaires chaque nuit contre des cibles clés d'Al-Qaïda. Nous étions tellement rapides qu'entre le moment où Al-Qaïda découvrait que 12 de ses hauts responsables avaient été capturés et que nous menions d'autres opérations, cette information était déjà totalement obsolète. Du coup, c'est tout leur système de communication qui était coupé. Au bout d'un moment, ils ne savaient même plus qui était encore là ou qui était arrêté. On les a complètement paralysés. À plusieurs reprises, les services américains sont proches de mettre la main sur Zarqawi. Mais il réussit à se sortir des pièges ou des attaques ciblées menées par ses poursuivants. Cette baraka participe à lui forger, auprès de certains jeunes musulmans, une légende de style Zorro. Le réseau qu'il dirigeait était très différent de tous ceux que nous avions combattus auparavant. Contrairement aux autres groupes qui avaient tendance à tout contrôler au sein de leur réseau, comme la logistique, Al-Qaïda en Irak a fait exactement l'inverse et a sous-traité auprès d'autres Irakiens un maximum de choses, les rendant quasiment invisibles. Donc, difficile à combattre. Cela leur a aussi permis de toujours avoir un grand nombre de combattants sur le terrain. En juin 2006, l'état-major américain localise finalement Al-Zarqawi avec 100% de certitude. Le commandement de la Task Force 145 anti-Zarqawi dont fait partie Chris Simons lance l'attaque. Deux F-16 larguent 2 bombes de 250 kg sur la maison. La mort de Zarqawi signe la quasi-fin d'Al-Qaïda en Irak. Même si les problèmes sont loin d'être réglés, les États-Unis retirent le gros de leurs troupes d'Irak en décembre 2011. Une promesse du nouveau président Barack Obama. I've come to speak to you about how the war in Iraq will end. The situation in Iraq has improved. Al-Qaeda in Iraq has been dealt a serious blow by our troops and Iraq's security forces. En 2011, il n'y avait plus aucune raison de maintenir une grande force armée en Irak.
Nous voulions seulement y garder entre 5 et 10 000 hommes chargés de faire de la formation, du contre-terrorisme et du renseignement dans une région et un pays encore instables. Mais on ne peut pas dire que le départ des troupes américaines ait changé quoi que ce soit dans la dégradation politique de la situation. Une armée n'a aucune influence sur le plan politique. Les forces américaines quittent le pays en laissant derrière elles Nouri al-Maliki aux commandes de l'Irak. Le Premier ministre Maliki, installé par l'administration Bush en place depuis 2006, est issu de la communauté chiite irakienne. Il est réélu en 2010. Maliki est très proche de l'Iran, l'ennemi juré de la communauté sunnite irakienne. Le résultat, c'est l'aliénation d'une grande majorité des sunnites, même si à la base ils sont réticents à tout effort pour reconstruire la nouvelle Irak. Ils ne supportent pas d'être devenus une minorité. Mais on peut dire que le Premier ministre Maliki a jeté de l'huile sur le feu. Au moment précis où les États-Unis évacuent le gros de leurs troupes d'Irak, la guerre civile éclate en Syrie. La combinaison de ces deux facteurs a redonné vie à un terrorisme moribond. C'est le moment précis où Al-Qaïda en Irak donne naissance à l'État islamique. L'État islamique est intimement lié au destin d'un homme. Al-Baghdadi est issu d'une famille rurale pauvre. Il s'établit à l'ouest de Bagdad alors qu'il est âgé d'environ 18 ans. Il suit des études islamiques. Vers l'an 2000, Al-Baghdadi est marié et père d'un fils. Il prêche dans une mosquée quand l'Amérique envahit l'Irak. Il rejoint alors les insurgés et forme sa propre faction, l'armée du peuple sunnite. Il prend à cette occasion le surnom d'Abu Douaa. C'est un homme de l'ombre. On sait peu de choses sur lui. Il est originaire de Samarra. Il a étudié l'islam à Bagdad et à un certain moment, en 2003, il s'est radicalisé et a rejoint les insurgés. En 2004, Al-Baghdadi passe 10 mois dans les prisons américaines en Irak. Classé comme prisonnier civil et non comme membre d'un groupe armé, Al-Baghdadi recrute en réalité des partisans. Tous ces personnages, Al-Baghdadi, toute la hiérarchie de l'État islamique, a passé du temps dans les prisons américaines, où ils avaient tout le loisir de radicaliser et nouer des contacts. Ils se sont concertés et se sont dit, une fois dehors, on reprend contact et on redémarre nos opérations. C'est ce qu'ils ont fait. À sa sortie, Abu Douaa devient un haut responsable de la branche irakienne d'Al-Qaïda. Il rejoint ensuite le Conseil consultatif des Moudjahidines d'Irak qui proclame l'État islamique d'Irak. Il en devient l'émir en 2010. En octobre 2011, Abu Douaa devient Al-Baghdadi. Il est inscrit sur la liste des terroristes les plus recherchés par le gouvernement américain, qui offre une prime de 10 millions de dollars pour sa capture, faisant de lui l'un des 3 chefs djihadistes les plus recherchés au monde. En cela, le système carcéral américain en Irak a joué un rôle prépondérant dans l'essor de Daesh. L'État islamique d'Irak créé en 2006 est une alliance de groupes armés djihadistes dont fait partie Al-Qaïda en Irak, avec une trentaine de tribus sunnites représentant 70% de la population de l'Ouest irakien. La branche irakienne d'Al-Qaïda est absorbée dans l'État islamique en 2007. L'objectif de l'État islamique est le rétablissement du califat des Abbassides, un État musulman s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Asie centrale. L'État islamique est un mouvement salafiste djihadiste particulièrement hostile aux chiites. Et ensuite, il s'est lancé avec l'aide de beaucoup de pays, enfin beaucoup de familles de pays arabes et de certains pays arabes aussi. Il s'est lancé dans cette guerre où, en définitive, c'était pas au départ, étant donné que les Américains avaient dit qu'ils allaient partir, c'était pas une guerre contre les Américains, c'était une guerre contre les chiites. Cette première version de l'État islamique est composée d'hommes aguerris au combat. Certains sont des terroristes djihadistes,
D'autres sont des centaines d'anciens cadres de l'armée de Saddam Hussein. En général, une guérilla, ça prend du temps à se constituer parce qu'il faut trouver des armes, il faut trouver des recrues, il faut commencer à savoir se battre. Là, non, on avait un matériel déjà prêt de gens qui avaient le savoir-faire, l'argent, les armes et qui tout de suite ont passé au terrorisme. De l'autre côté de la frontière irakienne, en Syrie, la guerre civile explose. Le conflit engagé en 2011 par l'armée syrienne libre contre les troupes gouvernementales de Bachar el-Assad apporte un nouveau souffle à l'État islamique. La guerre civile en Syrie a été le moteur et le carburant de l'État islamique. Le groupe a pu se procurer quantité d'armes et des recrues parmi les populations. Quand cette guerre éclate en Syrie, Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, envoie 6 hommes en Syrie de l'autre côté de la frontière irakienne en leur demandant de créer la branche syrienne de Daesh. 6 hommes seulement traversent cette frontière. Et en à peine un an, entre fin 2011 et fin 2012, ils montent des opérations militaires dans toute la Syrie et deviennent ainsi le groupe combattant le plus puissant du pays. En 2013, Abu Bakr al-Baghdadi annonce avoir rebaptisé l'État islamique d'Irak sous le nom d'État islamique en Irak et au Levant. Le nouveau leader d'Al-Qaïda, al-Zawahiri, refuse de valider la création de Daesh. Devant ce refus, Baghdadi prend ses distances avec al-Zawahiri. Il revendique aussi la paternité des combattants syriens d'Al-Nosra, créés à l'origine par Al-Qaïda. Pendant la guerre civile syrienne, les troupes de l'État islamique exécutent presque systématiquement les militaires syriens faits prisonniers, ainsi que les rebelles syriens, y compris les combattants d'autres groupes djihadistes. Après avoir conquis des villes syriennes comme Raqqa et engrangé des succès militaires, Daesh repasse en force en Irak. Les conditions locales ont permis aux sunnites qui formaient le noyau de ce qu'on appelle le Daesh de prendre de la force, de disputer l'hégémonie à Jabhat al-Nosra, représentant d'Al-Qaïda. Ils reviennent en force en Irak au début de 2014 et s'emparent rapidement de la ville de Falloujah, située à l'ouest de Bagdad. Ils ne font pas grand-chose pendant les 5 mois qui suivent. Si la prise de Falloujah a été aussi facile, c'est que Maliki avait évacué l'armée irakienne à la demande de la population. Le 9 juin 2014, Mossoul, une ville de près de 2 millions d'habitants, est prise. Dans la foulée, c'est ensuite la région de Kirkouk, riche en gisements pétroliers, qui est directement menacée. Ils ont très vite pris les territoires du nord et la ville de Mossoul. Ils ont mis en déroute les divisions de l'armée irakienne, soit 70 000 hommes. Ils ont traversé le fleuve Tigre, pris la ville de Tikrit pour enfin menacer Bagdad par le nord. La capitale était déjà menacée à l'ouest depuis la chute de Falloujah. C'est alors que l'État islamique en Irak et au Levant annonce rétablir le califat. Après des années de clandestinité, Abu Bakr al-Baghdadi apparaît publiquement pour la première fois à Mossoul le 3 juillet 2014. Dans la grande mosquée, il appelle tous les musulmans à lui obéir pour mener la guerre sainte. L'Occident découvre l'horreur mise en scène par l'État islamique. Les exécutions par décapitation filmées par les bourreaux. L'État islamique est accusé par l'ONU, la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Le virus de la violence se répand à grande vitesse dans toute la région. Avec Daesh, on assiste à l'avènement d'une 3e génération de groupes terroristes. Ils instrumentalisent la religion dans un but destructeur, pour faire disparaître tous les fondements de la civilisation. Cette nouvelle graine, ce nouveau virus,
ne peut se développer que dans un environnement de chaos. Et la première chose qu'il doit faire pour survivre, c'est créer encore plus de chaos. C'est un mécanisme de survie. Donc le sectarisme est un ingrédient du chaos. La terreur fait partie du chaos. Plus il y a de haine et de destruction, plus il se développe. Cette graine peut se développer dans tous les segments des sociétés où il n'y a plus ni espoir ni entraide. Les troupes gouvernementales irakiennes sont incapables de faire face au chaos djihadiste. La politique sectaire du Premier ministre irakien vis-à-vis de la communauté sunnite est critiquée par plusieurs observateurs étrangers, qui y voient la raison du ralliement de chefs sunnites à l'organisation armée djihadiste. Maliki vivait dans la peur constante d'un retour des sunnites, du parti baathiste et d'un nouveau Saddam. Cela explique son impossibilité de conduire des négociations avec les membres de la communauté sunnite qui combattent Daesh en Irak. Il n'arrivait pas à se défaire de l'idée qu'ils allaient tenter de le renverser. Devant cette incapacité à unir l'Irak et à la suite de pressions internationales, Maliki quitte son poste en septembre 2014. L'État islamique s'installe alors durablement dans tout l'ouest sunnite de l'Irak et l'est de la Syrie. Ce n'était pas si facile que ça que de prendre Mossoul et Tikrit, mais le fait qu'ils aient pu les conserver aussi longtemps soulève bien des questions. Il est compréhensible que ces villes aient pu être conquises pendant une période de faiblesse. Mais comment justifier qu'ils aient pu les conserver et y renforcer leur position pendant 2 ans, alors que tout le monde arabe, à commencer par l'Irak et ses alliés de la coalition, était contre? Là, ça pose de sérieuses questions. La réponse repose en partie sur les alliances passées entre Daesh et les tribus sunnites irakiennes et sur la puissance de leur capacité militaire. Daesh menace à présent tout l'Irak. L'État irakien semble totalement impuissant. Daesh a profité de la corruption qui règne au sein des forces armées et du gouvernement irakien. C'est ce qui a permis à l'État islamique de se développer. Ce n'est pas comme si les Irakiens croyaient en ce groupe terroriste. Les Irakiens étaient furieux contre Bagdad. Son principal allié, les États-Unis, ne fait rien. Pourtant, très tôt, l'administration américaine est prévenue du danger de l'État islamique. On a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises avant même la chute de Falloujah en 2013 et après la chute de cette ville. Avec d'autres, nous avons prévenu très fermement à l'intérieur et à l'extérieur de la Maison-Blanche. Mais Obama ne voulait pas en entendre parler. L'une de ses réactions a été de dire que c'était des juniors et qu'il ne les prenait pas au sérieux. Après la chute de Mossoul, il a compris son erreur. Daesh passe au second plan pour tout le monde. L'OTAN pense surtout aux menaces russes, les États-Unis pensent à la Chine, à la Russie, à l'Afghanistan ou à d'autres pays encore. Daesh est important, mais pas une priorité absolue. Les Russes pensent surtout à leur soutien à Bachar el-Assad, et s'en prendre à Daesh est secondaire. Les Iraniens, eux, ne pensent qu'à maintenir leur hégémonie en Irak et en Syrie. L'État islamique vit et se développe dans tous ces vides, laissés par les autres pays et leurs autres priorités. À partir de la fin de l'année 2014, l'État islamique est au sommet de sa force. La création d'un califat territorial et l'appel au djihad font venir des combattants du monde entier. Baghdadi a déclaré « On crée un État, le califat, on plante notre drapeau ». Ça a fait l'effet d'un énorme aimant pour des gens du monde entier. Le jour où ils ont eu ce territoire et ont créé le califat, les règles du jeu ont totalement changé. Dans l'islam, il y a des textes qui disent que pour tout croyant, à partir du moment où un califat est créé, on doit lui faire allégeance. Il y a 1% de musulmans qui croient en ces textes, ce qui se traduit peut-être par 100 millions de personnes en tout. Cela fait des millions de personnes qui sont prêtes à répondre positivement à cet appel. Leur armée, c'est aux alentours d'une trentaine de milliers de gens, apparemment. Et ils ont quelque chose comme 25 à 30 000 étrangers aussi qui sont venus. Donc, vous voyez,
des pays musulmans, beaucoup par exemple de la Tunisie, et de l'Égypte, des Émirats, une partie de l'Arabie Saoudite, et une partie, enfin surtout des Caucasiens, Tchétchènes, etc. Donc une armée où les étrangers jouent un rôle quand même très important. L'État islamique suit une stratégie élaborée par des idéologues islamistes depuis le début des années 2000. L'ouvrage rédigé par Aboubacar al-Naji et intitulé « L'administration de la sauvagerie » est l'un de leurs livres. L'auteur détaille la stratégie grâce à laquelle les groupes djihadistes pourront s'imposer territorialement face au régime arabe musulman et face aux Occidentaux. Il expose un véritable programme de gouvernance islamique violente et totalitaire. Il faut toujours garder à l'esprit que Daesh est issu d'Al-Qaïda. C'est en partie la même logique théologique narrative. La sémantique d'Al-Qaïda nourrit aujourd'hui celle de l'État islamique. Ces deux groupes terroristes sont les fruits d'un même arbre, un arbre qui a été planté par Oussama Ben Laden. Al-Qaïda, c'était le règne du devoir, culpabilisation, avec une sorte de récitation théologique assez rébarbative. Daesh, c'est pas ça du tout. Le côté théologique est très très faible. C'est plutôt l'incitation à venir vivre une vie d'aventure dans l'abondance, le romantisme. Venez, faites la guerre, construisez-vous, devenez adulte, prenez vos responsabilités, vous deviendrez des héros. Il y a donc surtout l'excitation, le sentiment qu'il faut créer en quelque sorte un monde nouveau par des jeunes qui auront un rôle clé. Donc ça donne le sentiment d'exister, le sentiment de sortir de l'insignifiance et surtout le sentiment de créer ce monde nouveau en détruisant l'ancien. L'importance des étrangers au sein de l'État islamique est indéniable. Mais l'État islamique ne limite pas ses appels à l'immigration combattante. Les Irakiens, Tunisiens et Saoudiens occupent la majorité des postes clés des structures militaires ou religieuses. Il existe en Syrie de véritables foyers coloniaux, sortes de kibbutz islamiques, où des combattants étrangers s'installent avec leurs familles. Des villages entiers ont été vidés de leur population pour être repeuplés. 5000 jeunes Européens ont ainsi répondu à l'appel, dont plus de 1200 Français. Introduction massive des femmes, introduction massive des filles, introduction massive des garçons, et introduction massive des convertis, et pour tout couronner, la présence massive des classes moyennes. Avant, en France, la plupart des djihadistes, si vous voulez, étaient des couches populaires, des banlieues. Si vous regardez leur nombre, il y a eu Khaled Kelkal, 1995, le RER Saint-Michel, une dizaine de morts, plusieurs dizaines de blessés. Ensuite, Mera, 2012. Ensuite, Médine Mouche. Ensuite, les frères Kouachi, Koulibaly. Tout ça, c'est des jeunes, surtout des banlieues, pour l'écrasante majorité. Or, maintenant, on a quelque chose comme un phénomène nouveau, à savoir un quart qui sont des jeunes de classe moyenne, donc qui ne sont pas des banlieues. Donc tout ça, c'est nouveau. La stratégie califale de l'État islamique est payante. Elle découle d'une réflexion sur le long terme, inscrite dans l'histoire des mouvements djihadistes. Et c'est en s'appuyant sur ce point que, progressivement, l'État islamique cherche à se construire une autorité, démontrant qu'il fonctionne aujourd'hui non pas comme un groupe, mais bien comme un État. Le financement de l'État islamique ressemble à celui d'un État plutôt qu'à un groupe terroriste traditionnel. Ils lèvent des impôts, vendent du pétrole et de l'électricité sur les marchés internationaux. Ils ont même conclu des accords avec le gouvernement syrien. Ils imposent aussi des taxes aux entreprises et aux particuliers. Cela ressemble vraiment au fonctionnement d'un État. Comme un État, l'État islamique contrôle des chaînes de télévision, produit un magazine à la mise en page soignée et poste une quantité importante de photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Avec ses vidéos d'exécution glaçantes et ses scènes de guerre effroyables, sa propagande fait de la barbarie son principal vecteur de communication. La propagande des djihadistes est le résultat d'une organisation réfléchie et soutenue par d'importants moyens techniques et économiques.
De nombreux étrangers sont aux commandes de sa propagande. Aujourd'hui, avec les médias sociaux et Internet, ils peuvent mettre en ligne des manuels militaires, faire passer le mot pour les localiser facilement. Du coup, si vous êtes un Canadien, un Européen ou un Américain mécontent et vous voulez votre quart d'heure de gloire, il suffit de se fabriquer un drapeau de l'État islamique, d'en apprendre un peu sur eux et de leur faire allégeance sur Internet. Demain, votre nom sera connu du monde entier. Au cœur de l'action terroriste, il y a la publicité. On a tendance à oublier que c'est le seul objectif. Une attaque terroriste non relayée par les médias n'est pas une action terroriste. Donc, l'idée d'avoir une couverture globale, relayée par les médias du monde entier, en contrôlant le message que vous diffusez via les réseaux sociaux, est une propagande idéale pour ces groupes. D'ailleurs, comme Al-Qaïda, l'État islamique filme tout. Les chaos syriens et irakiens, accompagnés par son flot de réfugiés candidats à l'exil en Europe, sont une aubaine pour Daesh. Il permet de monter les communautés les unes contre les autres, alimentant le populisme en Europe, comme avec l'extrême droite en France. Là, Daesh entretient un climat de peur en orchestrant des attentats avec des terroristes résidant en Europe. La lutte antiterroriste a permis de démanteler un certain nombre de cellules, mais selon des spécialistes, les sympathisants proches d'un passage à l'acte seraient encore très nombreux. On sait qu'il existe, en plus des membres de l'État islamique au Moyen-Orient, un nombre conséquent de cellules et de sympathisants radicalisés, prêts à aider sur le plan logistique, ou qui peuvent passer à l'action. Cela représente entre une trentaine et une quarantaine de pays. On n'a pas vraiment d'informations sur leur nombre exact. Il y a pourtant un indicateur. Au début de l'année 2016, Twitter a suspendu un certain nombre de comptes qu'on suspectait être liés à Daesh. 150 000 comptes Twitter ont ainsi été supprimés. Évidemment, chaque compte ne représente pas un seul individu. Certains en possèdent plusieurs, mais cela montre quand même l'ampleur du phénomène. En Afrique subsaharienne, une autre offensive terroriste gagne du terrain depuis fin 2012. La principale menace vient d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de Ansar Dine. Ce sont deux organisations djihadistes terroristes. Ces groupes, forts de plusieurs centaines d'hommes, opèrent aux confins de plusieurs pays du Sahel, contrôlent le nord du Mali et en janvier 2013 menacent directement la capitale Bamako. La France lance en janvier 2013 une vaste opération militaire au Mali et dans tout le Sahel pour réduire les menaces terroristes. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'une force armée française aussi importante est déployée au sol. À l'été 2014, l'opération Serval prend fin. Elle est remplacée par l'opération Barkhane, qui étend sa lutte à tout le Sahel. AQMI et Ansar Dine sont victorieusement repoussés, mais pas éradiqués. Cet été 2014, devant les nouvelles alarmantes de l'avancée de l'État islamique en Syrie et en Irak, une vingtaine de pays créent une coalition internationale. L'objectif est de détruire Daesh. La France et les États-Unis lancent une campagne de bombardement aérien contre des positions du groupe terroriste en Irak et fournissent une assistance armée aux Kurdes d'Irak en première ligne dans la lutte contre l'État islamique. La réplique de Daesh arrive à l'automne 2015. C'est la France qui est touchée. Pourquoi ce pays? Pourquoi la plupart des terroristes étaient-ils belges ou français? Pourquoi tant de Français ont-ils rejoint l'État islamique? Et puis dans la salle de spectacle du Bataclan où une prise d'otage a terminé dans un bain de sang. Le bilan, il faut le dire, est terrible. Au moins 128 morts, 250 blessés, 99 toujours dans un état grave. Lorsque vous avez eu des attaques contre Daesh par des gens qui n'étaient, par des pays étrangers, qui n'étaient pas des pays belligérants sur place, mais donc pour aider les populations, pour une raison ou pour une autre, alors les Français, les Américains ou d'autres, à ce moment-là, Daesh a dit « ils nous attaquent pour réduire notre territoire national ou pour empêcher la création ou la solidification de notre territoire national, donc on va les porter la guerre chez eux ». Donc, si vous voulez, ils sont venus chez nous,
Mais il faut bien dire que c'est aussi parce que nous sommes allés les voir. Les attaques de Daesh sur notre territoire sont en partie la conséquence de l'engagement politique international de la France aux côtés des États-Unis. Il semble aussi que des facteurs intérieurs propres à la France jouent en faveur de la radicalisation. Vous avez la conjonction entre le ressentiment de Daesh contre la puissance occidentale alliée aux États-Unis avec ce vieux passif maghrébin français qui n'en finit pas de se guérir et qui mettra peut-être encore une génération ou deux avant que l'apaisement se trouve. Et c'est de notre faute, c'est nous qui l'avons voulu. Si vous voulez, il faut voir les choses en face. Si ces jeunes sont prêts à partir, c'est parce qu'ils n'ont aucune espérance chez nous. On leur a tué l'espoir. Quand à 20 ans, vous voyez qu'il y a 40% de chômage dans votre quartier, que vous ne trouvez pas d'emploi, que vous ayez fait des études ou pas, c'est pareil. Nous avons laissé se dégrader cette situation depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et puis un beau jour, on s'aperçoit que de la drogue, on passe à la petite délinquance, de la délinquance, on passe au casseur, et du casseur, on peut très bien passer au djihad, parce que finalement, le djihad, ça se pratique avec des types qui ont une présence physique. C'est pas avec des fonctionnaires que ça se pratique, ça se pratique avec des types qui ont un corps et qui veulent bien le risquer. Ces deux facteurs intérieurs et extérieurs conjugués expliquent pourquoi la France est devenue une cible de ce groupe terroriste. La situation ne semble pas prête de s'améliorer. La guerre contre l'État islamique est ouvertement déclarée. Depuis le 14 novembre 2015, la France a déclenché l'état d'urgence sur le territoire national. Le degré de sécurité n'a jamais été aussi élevé depuis 50 ans. Tous les services de sécurité intérieurs et extérieurs sont mobilisés dans la lutte anti-Daesh. Le dispositif militaire a aussi été intensifié. Avec les États-Unis, les chasseurs et drones français larguent désormais leurs bombes sur des cibles de l'État islamique en Syrie comme en Irak. Les États-Unis ont aussi renforcé leur dispositif militaire au sol et prêtent main forte à l'armée irakienne. Depuis quelques mois, Daesh recule sur tous ses fronts, y compris en Libye. À l'été 2016, la grande ville sunnite d'Irak, Falloujah, a même été reprise. Il y a une petite probabilité pour qu'il s'effondre totalement, comme cela a été le cas pour les talibans. Il y a de bonnes chances qu'il soit refoulé avec l'arrivée de plus de conseillers militaires américains et la montée en puissance du dispositif aérien. Mais il y a de grandes chances qu'il reste très actif. En réponse, Daesh lance de plus en plus d'attaques suicides à travers le monde. En Europe, en Belgique à Bruxelles le 22 mars 2016, Nice en juillet 2016, puis en Allemagne le même mois, ou encore en Asie, au Bangladesh. La stratégie du chaos de l'État islamique vise aussi plus que jamais la communauté chiite d'Irak, comme l'a montré le terrible attentat de juillet 2016. L'État islamique s'en prend également directement à l'Arabie saoudite, berceau du sunnisme radical, ou encore en Turquie. Dans un Irak très affaibli politiquement, la bataille de Mossoul est lancée. Historiquement, Daesh ne s'est jamais battu très longtemps pour tenter de conserver des territoires urbains. L'habitude est plutôt le retrait lorsqu'ils sont attaqués avec de gros moyens. Ce sera peut-être le cas pour Mossoul, mais je pense qu'il y a de fortes probabilités pour que Daesh oppose une résistance farouche. Cette ville a une énorme valeur symbolique pour l'État islamique. Raqqa en Syrie est leur capitale politique, alors que Mossoul est économiquement plus importante. Et c'est là aussi que Abu Bakr al-Baghdadi a créé le califat. Toute l'attention du monde est focalisée sur la lutte contre le groupe terroriste Daesh et son immense réseau international qui s'étend de l'Afrique à l'Asie. Mais aussi bien les talibans en Afghanistan que le groupe terroriste Al-Qaïda sont toujours bien présents et implantés. Même s'ils sont contenus, ils ont repris des forces. L'intervention russe a bien montré qu'en fin de compte, ce n'est pas les seuls. Que Jabhat al-Nusra, Harar al-Sham sont aussi islamistes que le Daesh, même s'ils ne sont pas aussi flamboyants, et qu'ils travaillent en profondeur, qu'eux, ils parlent l'arabe syrien, donc ça va durer encore. Notre situation actuelle est bien pire
et plus dangereuse que dans les années qui ont suivi les attentats de 2001. Nous n'avons plus un, mais deux réseaux terroristes mondiaux. L'intervention américaine en Irak et la politique sectaire mise en œuvre a durablement bouleversé les cartes au Moyen-Orient. Le conflit syrien et ses atrocités n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu dans une région où la haine religieuse entre chiites et sunnites ne semble pas prête de s'éteindre. La rivalité actuelle entre chiites et sunnites dans tout le Moyen-Orient, amplifiée par les hostilités entre l'Arabie saoudite et l'Iran, attire d'autres pays dans ce conflit, comme la Turquie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Même si la réalité est difficile à accepter, il semble que l'on soit plus proche du début que de la fin. Les forces déployées il y a 15 ans, depuis 2001, sont encore à l'œuvre et ne sont pas prêtes de s'arrêter. Les antagonismes religieux entre les différentes sectes de l'islam sont profonds. Ils sont dangereux globalement, mais surtout, ils détruisent tous les fondements des États arabes du Moyen-Orient. Déstabilisation au Moyen-Orient, mais aussi de sérieux problèmes en Europe et notamment en France, où la radicalisation et les risques d'attentats semblent plus élevés que jamais. Nous allons venir en Europe et ces opérations-là, ils seront de plus en plus en toute l'Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, partout en Europe et partout en Amérique, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. Ne venez pas seulement nous rejoindre, faites le travail là où vous êtes. Non, il y a eu des encouragements en ce sens. Il faut ajouter que ceci vient conforter des années de travail de prêcheurs qui, à l'abri de la démocratie et du libéralisme occidental, ont pu travailler en profondeur. On ne récolte que ce que l'on a laissé pousser. De ce côté-là, on a été, quand c'était la gauche, dans l'angélisme, avec les communautarismes, etc., ou quand c'était à droite, dans une espèce de lâcheté de facto, qui fait que, bon, on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire. En gros, le bilan de l'Europe, il n'est pas extraordinaire. Je veux dire que nous ne sommes pas uniquement dans cette affaire des victimes, nous sommes aussi des responsables de ce que nous subissons. Aujourd'hui, Daesh perd du terrain sur le plan militaire, mais la situation ne s'arrangera pas avec son entrée en clandestinité. Par exemple, le retour à venir en Europe d'islamistes radicaux formés au combat et à la fabrication de bombes pose déjà un immense problème aux autorités. Cela concernerait plusieurs centaines de personnes. On est face à un phénomène nouveau qui aura un impact beaucoup plus grand sur les sociétés européennes que la décennie d'avant. D'abord numériquement, comme je l'ai dit, et d'autre part, pour ce qui est de la capacité destructrice de ces jeunes qui peuvent aller très loin dans la mise à mort des autres, sans aucun sentiment de culpabilité et sans autre forme de procès. Ils peuvent tuer, si vous voulez, dans une insensibilité totale et une cruauté absolue parce qu'ils déshumanisent l'adversaire, mécréante, soi-disant, à leurs yeux. Au-delà du soutien diplomatique, des mesures sécuritaires et des opérations militaires, la solution au terrorisme radical islamique ne passe-t-elle pas par le monde musulman lui-même? Du Maghreb au Moyen-Orient, en passant par l'Afghanistan jusqu'à l'Asie, certains pensent que la solution doit venir du monde musulman. En raison du conflit entre sunnites et chiites, le monde musulman est en piteux état, à tel point qu'il pourrait aujourd'hui volontiers accueillir un mouvement des Lumières. Une nouvelle situation dans laquelle, sans abandonner sa religion, on pourrait la redécouvrir dans un contexte plus moderne et ainsi rattraper le reste de l'humanité. Aujourd'hui, les musulmans ont un sérieux problème. Ils doivent le regarder avec attention, le nommer, et surtout, ils ont besoin de le régler. Ce problème ne disparaîtra pas de lui-même. C'est une vraie question pour les croyants. Moi-même, en tant que musulman et croyant, je crois qu'il faut y faire face rapidement.